Si vous voulez récolter le miel, ne bousculez pas la ruche. La plus fantastique des chasses à l'homme que la ville de New York ait jamais connue a atteint son paroxysme le 7 mai 1931. Two Gun Crawley, le tueur, le bandit qui ne buvait ni ne fumait, se trouvait aux abois après avoir été poursuivi pendant plusieurs semaines alors qu'il s'était réfugié dans l'appartement de sa petite amie situé sur la West End Avenue. 150 policiers et inspecteurs de police faisaient le siège de sa planque située à l'étage supérieur de l'immeuble. Accroupi derrière un fauteuil au rembourrage épais, Crawley arrosait les policiers d'un feu nourri. Une bonne dizaine de milliers de personnes en proie à la plus grande excitation assistaient à la bataille. Rien de tel ne s'était jamais produit dans les rues de la Grosse Pomme. Lorsque Crawley fut finalement capturé, le commissaire divisionnaire E.P. Mulroney a déclaré que le Desperado était un des criminels les plus dangereux de l'histoire de la ville. Il tue pour un oui ou pour un non, a ajouté le policier. Si nous nous demandons comment Two Gun Crawley pouvait bien se percevoir, nous sommes en mesure d'affirmer être en possession d'un élément de réponse, puisqu'au moment où la police tirait à l'intérieur de l'appartement, il était en train d'écrire une lettre adressée à qui de droit. Est-ce que d'après vous, c'était une lettre de repentir, de remords pour les crimes qu'il avait commis? Non. Il disait notamment « Sous ma veste bat un cœur las, mais bon, qui ne ferait de mal à personne ». Peu de temps avant cela, Crawley se trouvait dans son auto. Un agent de police s'est soudainement approché de la portière et lui a demandé « Montrez-moi votre permis de conduire ». Crawley, sans dire un mot, a dégainé son pistolet et a descendu l'agent d'un tir en rafale. Pourtant, nous sommes bien en présence du même individu qui déclarait que sous sa chemise battait un cœur las, mais compatissant. Un cœur qui ne pouvait faire de mal à qui que ce soit. Et lorsqu'il arriva à la chambre d'exécution, loin de se répandre en excuses, loin d'éprouver des remords, il dit « Voilà ma punition pour avoir voulu me défendre ». Tout cela pour vous faire remarquer que Two Gun Crawley n'était aucunement taraudé par quelque sentiment de culpabilité. Alors ça peut paraître assez étonnant, mais finalement l'histoire abonde d'exemples de ce genre. L'auteur nous donne l'exemple également d'Al Capone, que je pense que vous connaissez tous, vraiment quelqu'un qu'on peut considérer comme le plus célèbre gangster de tous les temps, qui disait « J'ai passé les meilleures années de ma vie à donner du plaisir et de l'amusement aux gens, et quelle était ma récompense? Des insultes et la vie d'un homme traqué. » Et l'auteur poursuit en disant que souvent, les gangsters, les criminels, les malfaiteurs justifient leur comportement par tout un tas de raisonnements logiques ou fallacieux. Two Gun Crawley, ainsi que les hommes et les femmes qui se trouvent derrière les barreaux, pensent mordicus, qu'ils ne sont nullement responsables de ce qui leur est arrivé. Or, si des gangsters aussi dangereux, aussi notoires que Francis Crawley ou Al Capone se considèrent comme innocents, mais alors, qu'est-ce que pensent d'eux-mêmes les gens comme vous et moi que nous rencontrons chaque jour? Ça, c'est une loi universelle qui est parfois très difficile à accepter. 99 fois sur 100, l'être humain se juge innocent, quelle que soit l'énormité de sa faute. La critique est donc vaine, puisqu'elle met l'individu sur la défensive et le pousse à se justifier. Et elle est dangereuse, car elle blesse l'amour-propre et provoque de la rancune. La critique est comme un pigeon voyageur. La personne que nous désirons blâmer et corriger fera tout pour se justifier et nous condamnera en retour. Ou bien souvent, elle s'exclamera « Je ne vois pas comment j'aurais pu agir d'une autre manière ». John Wanamaker, le fondateur des magasins du même nom, nous a confessé un jour « J'ai appris, il y a 30 ans, qu'il est stupide de réprimander. J'éprouve suffisamment de difficultés pour arriver à dépasser mes propres limites. Je n'ai pas besoin de me tracasser en me demandant pourquoi Dieu n'a pas jugé bon de partager de façon équitable le don de l'intelligence entre les personnes. » La critique est inutile car la personne critiquée se met alors sur le qui-vive, ce qui la pousse ensuite à se justifier. La critique est dangereuse car elle blesse l'orgueil sacré des individus. Elle heurte l'idée qu'ils ont de leur importance et fait naître du ressentiment. La critique ne provoque pas de changement durable et bien souvent ne fait qu'engendrer de la rancœur. Lorsque nous avons affaire à des gens, nous devons nous rappeler que ces derniers ne sont pas obligatoirement logiques. Nous sommes en face d'individus chargés d'émotions, de personnes possédant des préjugés,
dont les motivations dans la vie incluent l'orgueil et la vanité. Des critiques acerbes ont fait en sorte que Thomas Hardy, l'un des meilleurs romanciers de la littérature anglaise, décide de ne plus écrire d'œuvres de fiction. Benjamin Franklin, qui dans sa jeunesse faisait preuve d'un total manque de tact, est devenu si diplomate, si adroit dans sa manière de s'y prendre avec les gens, qu'il fut nommé ambassadeur des États-Unis en France. Quel a pu bien être le secret de sa réussite? Son credo était « Je ne dirai jamais de mal des gens, seulement tout le bien qu'il me sera possible de dire à leurs propos. » Qu'importe quel imbécile peut critiquer et condamner son prochain pour ensuite se plaindre, et c'est précisément ce que font en majorité les imbéciles. Carlyle a déclaré que la grandeur d'un grand homme se reconnaît par la façon qu'il a de traiter les gens de conditions modestes. Essayons donc de comprendre les gens au lieu de les condamner. Essayons donc de chercher le pourquoi de leurs agissements. Cela s'avère beaucoup plus profitable et intéressant que les critiques, tout en regardant la solidarité, la tolérance et la bonté. Connaître tout revient à pardonner tout. Donc, au lieu de condamner les personnes, il est préférable d'essayer de les comprendre, de découvrir le mobile de leurs actions. C'est beaucoup plus agréable et productif que de critiquer, et cela nous rend plus tolérants, compréhensifs et bons. Donc le principe numéro 1, c'est ne critiquez pas, ne condamnez pas, ne vous plaignez pas.